Monsieur le Président, merci. Merci aux organisateurs aussi, parce qu'ils nous ont lancé un sacré défi. 50 minutes et faire rentrer le droit de la concurrence, les marchés publics et les huissiers de justice. On a donc adopté une politique offensive. Absolument. En 4 fois 100 mètres. On va se passer le relais et on espère qu'on franchira la ligne d'arrivée dans les temps. Et pas dans le lac. De préférence. Alors de quoi allons-nous discuter? 5 thèmes. Une question de stratégie, une question de mise en concurrence. On abordera la problématique de la tarification, prolongée par la question de la certification professionnelle, et on terminera sur la notion d'offre et les implications que cela a pour la profession. Stratégie tout d'abord, pourquoi? Parce que c'est très peu visible dans la profession, je pense, mais la Chambre nationale a revu sa manière d'aborder la problématique des marchés publics depuis quelques années, et elle a construit une stratégie à quadruple détente autour de cette thématique, à savoir un pôle sensibilisation. Quentin Debré vient de le dire, nous avons déjà eu l'occasion l'année dernière de faire une première action de sensibilisation en partenariat avec le cabinet de Patrick, visant les pouvoirs adjudicateurs. L'objectif est de donner de l'information dont ils sont demandeurs et dont ils manquent. Deuxième pôle, la prévention. Pourquoi? Parce que la Chambre nationale s'intéresse aux cahiers des charges qui circulent, qui sont lancés, aux appels d'offres, pour, non pas contrôler, mais se tenir informé de la manière dont ces cahiers sont construits et, au besoin, se mettre en rapport avec un pouvoir adjudicateur XY en vue de lui faire part d'un point de vue, de recommandations, le cas échéant, ou éventuellement de lui faire passer un message, à savoir que la Chambre défend les intérêts, l'intérêt général, l'intérêt de la profession, et qu'elle cherche évidemment à ce que les cahiers ne comportent pas d'anomalies qui iraient à l'encontre du statut et à l'encontre des règles déontologiques. Les résultats sont mitigés, certains positifs, certains retours sont plutôt négatifs. Le volet réaction, recours, il faut en parler, recours judiciaire, recours administratif, l'un se combinant avec l'autre. La Chambre nationale a déjà initié, de manière plus systématique ces 2 dernières années, des recours devant le Conseil d'État. Nous y reviendrons dans les slides suivants. Et enfin, dernier pôle, la répression vis-à-vis des membres. Alors le terme répression est un peu peut-être excessif, mais l'objectif est simplement de faire en sorte que ce que la Chambre prône vers l'extérieur, elle le prône aussi à l'intérieur, vis-à-vis de ses membres, et donc les huissiers de justice ou les associations qui prêteraient leur concours à des appels d'offres qui s'inscriraient dans un tel schéma en ne respectant pas de ce fait les obligations qui sont les leurs, s'exposent à des recours disciplinaires que la Chambre a le devoir de mener dans l'intérêt général. Contrôle de comptes de tiers, et c'est également un levier par lequel la Chambre nationale essaye d'appréhender cette matière des marchés publics et de voir l'impact que ces marchés, ces appels d'offres, en fonction des conditions qu'ils imposent, comment ces marchés impactent la profession. Stratégie donc, et comme indiqué ici, on a attaqué ce problème en 2 temps. La première tentative date de 2016, recours en suspension et en annulation, dans lequel la Chambre nationale a cherché à se greffer sur une procédure existante. L'objectif étant d'intervenir de manière volontaire au recours, parce qu'on voulait avoir une approche plutôt prudente pour voir un peu quelle était la réaction du Conseil d'État quant à l'intérêt à agir de l'ordre professionnel. La réaction fut positive, dans la mesure où, dans le recours en suspension, il y a eu une reconnaissance de l'intérêt à agir dans le chef de la Chambre nationale, ce qui s'est également reflété dans le rapport de l'auditeur général pour ce qui concerne le volet en annulation. On n'a pas encore de décision au fond, elle devrait tomber prochainement, mais en tous les cas, le rapport est déjà favorable, et donc le fait que la Chambre se soit positionnée en intervention volontaire a été considéré comme recevable. Deuxième stratégie qu'on a également développée avec le cabinet d'avocats Equal, qui a fait l'objet d'une concertation avec en interne avec certains confrères, avec le comité de direction, c'est de dire maintenant la Chambre vient en première ligne, à titre principal. Ce qu'on a tenté en 2018,
La procédure est toujours pendante. C'était un recours en annulation, purement et simplement. Et là, l'objectif était un peu de simplifier l'équation, parce que si la Chambre doit systématiquement intervenir de manière volontaire aux côtés d'un soumissionnaire huissier déçu, ça oblige à beaucoup de coordination, savoir qui, savoir quand et quels sont les délais à respecter. Ici, on a essayé de simplifier le trajet en mettant la Chambre nationale à titre principal, partie requérante, avec toujours la même argumentation, défense de l'intérêt général, défense de l'égalité, défense du tarif, et éviter les distorsions de concurrence entre huissiers qui sont finalement la résultante d'un cahier des charges comportant des anomalies. Le rapport de l'auditeur est récemment revenu, également positif, donc ça nous laisse entrevoir une issue favorable en tous les cas sur l'intérêt à agir de l'ordre professionnel. Et d'ailleurs, c'est ce que la jurisprudence du Conseil d'État démontre également, puisqu'on a déjà un précédent chez les architectes où cet intérêt à agir en tant qu'ordre professionnel et non pas en tant que soumissionnaire a été clairement reconnu, comme vous le voyez ici. La qualité de soumissionnaire potentiel ou effectif n'est pas du tout un critère permettant d'apprécier, oui ou non, l'intérêt à agir. En tout cas, ça n'exclut donc rien du tout. Voilà la stratégie. Elle est évolutive parce qu'elle demande encore à être peaufinée et affinée. Des perspectives pour le faire, certainement. Le code de déontologie est un des leviers qu'il faut exploiter. On sait, vous le savez tous ici, qu'il y a un code en gestation. Il a ses points forts et ses points faibles, c'est certain, mais en tout cas, la préoccupation des marchés publics, de la tarification, de la concurrence, a transpiré dans certaines dispositions qui sont en projet. Par ailleurs, délégué ferenda, on peut alors ouvrir peut-être les perspectives et rêver à ce qu'on pourrait envisager pour le futur. Non seulement peut-être réguler davantage et contrôler davantage l'application de la tarification des huissiers, ce que l'article 555/1 du Code judiciaire autorise, puisqu'elle donne cette compétence à la Chambre nationale. On peut aussi rêver et de dire, mais finalement, dans la législation sur les marchés publics, peut-être qu'il y a aussi un travail de réflexion à mener et peut-être un travail de lobbying à faire aboutir et de voir si ça peut impacter d'une manière ou d'une autre la perception de la profession d'huissier et peut-être de manière plus générale des professions libérales juridiques dans cette matière. Le fait que la Chambre puisse intervenir dans des procédures de mise en concurrence était quelque chose qui était loin d'être évident, puisque dans l'essentiel des procédures de mise en concurrence, lorsqu'on se retrouve devant la juridiction, en l'occurrence le Conseil d'État a une jurisprudence qui est très constante si l'intéressé n'a pas un intérêt direct à la contestation, il se trouve écarté. Et donc tout l'intérêt des procédures qui viennent d'être relatées, c'est de mettre en évidence le fait que la Chambre se dégage de l'intérêt particulier, mais défend l'intérêt général en réalité. Alors l'histoire de la mise en concurrence des prestations d'huissier de justice, elle s'inscrit en réalité dans une extension du champ d'application de la commande publique, extension qui, je ne vais pas remonter à travers l'ensemble de l'historique, mais qui connaît un véritable coup d'accélérateur à partir des années 90. Je passe les différentes étapes, 76, 93, 2006, 2016, mais on voit à travers les professions juridiques, qu'il s'agisse des avocats, qu'il s'agisse des notaires, qu'il s'agisse des huissiers, qu'il s'agisse également d'autres prestataires intellectuels comme les réviseurs d'entreprise, on voit que toutes ces professions sont progressivement mises dans le mouvement de la commande publique, avec des questions qui reviennent de manière récurrente avec le temps. 1. Comment réaliser une mise en concurrence qui est intéressante, c'est-à-dire qui permette pour le bénéficiaire de cette mise en concurrence de ressortir avec un contractant dont il est convaincu que son rapport qualité-prix sera meilleur que le contractant qu'il n'a pas pris par hypothèse. C'est vrai pour les huissiers de justice, c'était vrai pour les avocats, c'était vrai pour les notaires et c'est toujours vrai pour les réviseurs.
avec une constante dans ces mises en concurrence que l'on a pu observer à travers le temps, c'est qu'il s'agisse des notaires, qu'il s'agisse des avocats, qu'il s'agisse des huissiers de justice, il est extrêmement difficile de formaliser une procédure de mise en concurrence qui aille dans le cœur du métier et de mettre des critères de choix de l'opérateur, de l'huissier en l'occurrence, qui permettent d'identifier ce qui en fera, entre guillemets, un huissier meilleur qu'un autre. Nombreuses sont sans doute celles et ceux d'entre vous dans la salle qui ont en mémoire, j'allais dire le contentieux, ma langue allait fourcher, les contentieux relatifs à la gestion du recouvrement de dettes par la région wallonne. La région wallonne s'est arraché les cheveux dans cette affaire, hein, pour le dire assez simplement, avec deux problèmes récurrents qui ont été constatés. C'est que, un, il est très difficile de faire une appréciation qualitative sur des notes méthodologiques, pour le dire simplement, et deux, pour la région wallonne, il était extrêmement difficile de motiver convenablement pourquoi celui-ci serait, au vu de la note méthodologique, meilleur que celui-là. Ce flot de contentieux est arrivé à l'adoption, ce flot de contentieux et la réflexion qu'il a générée, en Belgique comme à l'étranger, a conduit à une réflexion qui est de se dire qu'il y a très certainement des prestations qui ne sont pas, pour lesquelles il n'est pas pertinent de procéder à une mise en concurrence. On a vu la même chose avec les avocats. Et pour les huissiers, la réglementation de la commande publique belge actuelle scinde, dit une chose très claire, et elle opère une scission entre tantôt les missions qui sont réservées par le législateur à l'huissier de justice, et d'autre part, des missions que l'huissier peut réaliser, mais qui ne le lui sont pas expressément réservées. Et c'est sur base de cette ligne de partage aujourd'hui que l'on voit effectivement le champ de la commande publique, donc la loi du 17 juin 2016, s'appliquer au choix de l'huissier lorsqu'il s'agit tantôt de faire un recouvrement amiable, tantôt ne pas s'appliquer lorsqu'il s'agit de choisir un huissier pour faire tantôt une signification, tantôt une saisie, tantôt un acte qui lui est, en vertu de l'article 500, je n'ai pas une mémoire des chiffres, 519 paragraphe 1, un acte qui lui est réservé. Voilà, si je puis dire, alors on a différentes diapositives qui illustrent ça, voilà, si je puis dire, un petit historique de de pourquoi il y a eu des mises en concurrence de type marché public, et de ce qui fait aujourd'hui l'objet d'opérations de mise en concurrence d'une part, avec des opérations qui ne sont pas mises en concurrence d'autre part. 519 paragraphe 1, mission réservée, c'est hors marché public. Maintenant, quand on a dit ça, on n'a encore pas définitivement tranché la question suivante, qui a été soulevée mais qui ne se trouve pas encore résolue, me semble-t-il, en droit, qui est, oui, mais si la réglementation sur les marchés publics ne s'applique pas aux missions qui sont expressément réservées, faut-il néanmoins une mise en concurrence ? La réponse sera assurément pas de mise en concurrence sur le prix, puisque le prix pour ces missions-là est réglementé, mais mise en concurrence sur l'aspect, entre guillemets, qualitatif, n'est pas complètement à exclure, même si on a tendance à constater qu'à l'heure actuelle, il y a une sorte de diminution de la pression concurrentielle par les adjudicateurs dans ce type de segment-là. Les adjudicateurs, quels sont-ils ? Très classiquement, et
État, communauté, région, commune, province, etc. Mais aussi des gens qui génèrent énormément de récupération de créances, bien entendu. Je pense, par exemple, aux établissements hospitaliers, jadis publics, aujourd'hui publics comme privés. Le champ de la commande publique s'étant étendu, le type de personnes qui sont concernées par un recouvrement qui vous intéresse, c'est aussi considérablement étendu, bien entendu. Voilà, on a les services exclus, les conséquences de l'exclusion, l'avis de la Commission fédérale des marchés publics, les services non exclusifs avec les missions connexes, un résumé comparatif des tâches. Et puis, quid si l'on a des services mixtes et si l'on a des services qui sont qui entrent à la fois dans le champ d'application de la commande publique et d'autres qui en sortent. Dans ce cas-là, le législateur belge a adopté une règle de partage, et lorsque, pour une raison ou pour une autre, on a décidé, pour faire simple, de mettre ces deux services ensemble, eh bien, c'est l'ensemble qui est soumis, en principe, à la commande publique. C'est moi qui continue ou c'est toi? Voilà, on passe le relais. Alors, question de tarification. Évidemment, c'est un peu le cœur du problème. Patrick l'a déjà évoqué ici sur l'aspect de comparaison du prix. C'est effectivement une vraie difficulté. Les principes généraux sont assez clairs, ils viennent d'être rappelés, service exclu, service non exclu, et donc, typiquement, on retrouve le schéma habituel entre sphère extrajudiciaire et sphère judiciaire. Vous connaissez cela par cœur, on ne va pas s'y étendre, mais on a clairement une opposition de style entre la détermination libre du prix, le principe de la libre concurrence d'un côté, et la tarification obligatoire couplée à une compétence monopolistique de l'autre, avec une caractéristique très importante. Du côté judiciaire, et c'est le côté qui va nous intéresser le plus, c'est le caractère d'ordre public du tarif qui est lui aussi bien connu. Alors, on sait que la Chambre nationale avait déjà tenté de réguler le côté amiable en 2011 et qui a donné lieu à un arrêt et à une décision de l'autorité de la concurrence qui a été assez cinglant vis-à-vis de la Chambre, qui avait tenté de limiter les frais en matière de recouvrement amiable, rappelez-vous, et l'autorité avait donc assez justement, à la lumière de l'analyse qu'elle a produite, évidemment, à condamner la Chambre nationale à faire marche arrière. C'est donc très clairement un point de bascule en 2011 qui a mis un terme aux discussions sur le nocturnopée en matière extrajudiciaire notamment. Pour ce qui est du judiciaire, on a quelques exemples de jurisprudence intéressants qu'on s'est permis ici de relever. D'une part, dans la jurisprudence du Conseil d'État, il y en a d'autres, mais celle-ci avait retenu notre attention, dans la mesure où le Conseil d'État confirme qu'il n'est pas possible de purement et simplement mettre en concurrence les huissiers de justice quant à la sphère judiciaire sur la seule question du prix, la seule question du tarif. C'est totalement exclu compte tenu du statut et des spécificités de l'huissier à cet égard. Par contre, est-ce que pour autant la passation d'une commande publique est impossible entre huissiers? Non. Ce que le Conseil d'État dit à juste titre, ce que Patrick a rappelé juste avant, c'est qu'il y a d'autres critères que le prix qui peuvent permettre une mise en concurrence. À propos de cette jurisprudence, elle révèle ceci d'intéressant, c'est qu'elle révèle une discussion qui n'a pas eu lieu dans le secteur des huissiers de justice, puisque vous voyez d'emblée que la juridiction a pris un parti, qui est de considérer que même pour les missions qui sont réservées par le Code judiciaire à l'huissier de justice agit comme un opérateur économique. Et c'est la raison pour laquelle le Conseil d'État ici indique que même si les prix sont régulés, ça n'empêche qu'il puisse y avoir une comparaison sur d'autres choses. Et la discussion sur la question suivante, est-ce que la mission de l'huissier de justice, lorsqu'il œuvre comme officier ministériel, est-ce que cette mission est de nature économique ou non? En Belgique, on ne l'a pas eu. Et je pense qu'il est trop tard pour l'avoir aujourd'hui, avec ce type de jurisprudence. On retrouve un peu un raisonnement similaire dans la jurisprudence plutôt civile,
Ici, une décision bruxelloise de 2008 dans laquelle on rappelle à juste titre que le fait de s'entendre sur les honoraires et le partage d'honoraires constitue une violation de la réglementation tarifaire opposable aux huissiers de justice en matière judiciaire. De même ici, jurisprudence plus récente de 2017 de la Cour d'appel de Liège, qui, à cette occasion, parle même de vampirisation, si l'on peut dire, de la fonction du huissier de justice dès lors qu'il y aurait une entente ou une ristourne ou une entorse réalisée à la réglementation tarifaire. Donc, c'est bien la preuve que ce tarif est vraiment chevillé au corps de l'huissier, que c'est ce qui en fait sa force et aussi une forme de protection. Alors, si on veut un peu synthétiser tout cela, le no-cure no-pay est un peu la problématique qui révèle le problème qui se pose. Et on en revient à un principe de base qui est de dire que l'huissier de justice, dans la sphère judiciaire, doit toujours être couvert de ses frais. Autrement dit, que ce soit vis-à-vis de son mandant, que ce soit vis-à-vis du débiteur, cette relation triangulaire qui est permanente, eh bien, l'huissier doit, en tout état de cause, être indemnisé pour le travail effectué. Soit que le débiteur exécute la décision et s'acquitte de la dette, frais compris, soit que le débiteur se révèle insolvable, auquel cas les frais irrecouvrables devront être nécessairement supportés par quelqu'un et non pas par l'huissier, sous peine de créer une entorse à la tarification, sous peine de ristourner son tarif, sous peine de faire bénéficier son mandant d'un avantage qui n'est absolument pas prévu par la loi. Et donc ici, dans ce cas-là, en cas d'irrecouvrabilité totale ou partielle, c'est bien le mandant qui doit assumer l'indemnisation de l'huissier de justice. Partant de ce postulat, deux scénarios possibles. Un, les pratiques qui sont à encourager, et de l'autre côté, les pratiques qui ne sont pas en conformité avec cette règle statutaire. Pour ce qui est commençons par les pratiques qui sont à proscrire, ce sont des pratiques que l'on voit malgré tout inscrites dans des cahiers des charges. Donc il est certain que l'huissier de justice n'est pas celui qui va provoquer cette situation de no-cure no-pay, mais qui va éventuellement participer à cette entorse dans la mesure où il va souscrire de manière volontaire au cahier des charges qui comporte cette anomalie, avec deux possibilités de positionnement. Je participe, mais je m'en tiens à mes règles statutaires et déontologiques, et je ne vais pas donc remplir l'intégralité du cahier des charges, ce qui, au final, risque de lui coûter le marché, mais qui pourrait présenter l'intérêt d'être alors soumissionnaire et de bénéficier d'un intérêt à agir ultérieurement s'il le souhaite pour contester la décision d'adjudication, ou une étude qui dirait mais quand bien même mon statut est ce qu'il est, je mets de côté ce qui me pose difficulté et je souscris entièrement aux conditions qui sont imposées. Et on voit typiquement, ici j'en ai listé quelques-uns, des mécanismes qui se mettent en place et que les pouvoirs adjudicateurs mettent eux-mêmes en place dans ces cahiers, d'où l'intérêt aussi de la sensibilisation. Je reviens à la question de la stratégie tout à l'heure, que l'ordre professionnel, bien plus que les huissiers de justice, a un rôle à jouer dans cette sensibilisation, parce que c'est par ce biais-là notamment qu'on pourra faire prendre conscience des difficultés, des spécificités et des problèmes qu'un cahier des charges mal calibré va poser à un huissier de justice. On parle de rétrocession d'honoraires dans ces mauvaises pratiques, on parle de couverture hasardeuse des frais d'exécution, de pourcentage de ristourne sur l'honoraire, de dispense de paiement d'un certain type de prestations, de l'endossement automatique du risque d'insolvabilité, sur lequel on reviendra un peu plus tout à l'heure, toutes des pratiques qu'il faut évidemment essayer d'éliminer. Par réaction, qu'est-ce qu'on peut entendre comme bonne pratique ? Non pas que l'approche forfaitaire, par exemple, pour prendre une approche qui est régulièrement rencontrée dans les offres déposées, est à proscrire, non, mais elle doit être harmonieusement appliquée par rapport au tarif de l'huissier. Et c'est-à-dire intégrer dans cette approche forfaitaire une notion de gestion, de maîtrise des coûts, en considération de quoi ? Des actes à poser, nécessairement à poser, et des circonstances de fait des dossiers et des enjeux. Et de pouvoir essayer de réguler son intervention en fonction de différents leviers, que ce soit d'exclure les dossiers présentant des chances de recouvrement extrêmement faibles, l'exclure du judiciaire,
que ce soit une application qui soit conforme de l'article 866 du Code judiciaire en matière de frais frustratoires, que ce soit encore l'accent mis sur des enquêtes de solvabilité qui sont le plus poussées possible pour être le plus précises possible. Et ça, évidemment, c'est un préalable très important. Et donc, on le voit dans cette interaction entre sphère judiciaire et déontologie, on a une sphère qui est assez encadrée. On a d'une part le devoir d'impartialité qui intervient, on a le devoir de probité qui intervient, on a le devoir d'indépendance qui intervient. Pourquoi? Parce que le tarif constitue une manière, et ça a déjà été dit ce matin, une manière de mettre l'huissier de justice à l'abri de certaines tentations et de le maintenir dans une zone de confort, en sachant que sa tarification sera incontournable. Et ça le libère d'un certain nombre de démons qui viendraient le tenter en disant « mais finalement, si tu t'en départis, on pourrait alors s'aventurer sur des chemins de traverse », mais qui impliquent que l'huissier de justice devienne, en tous les cas, d'une certaine manière, asservi à son mandant, puisqu'il souscrit à des conditions qu'il sait ne pas être tenables, qu'il sait être contraire à ce qui est normalement prévu comme juste rémunération pour son office, et par définition l'amènera alors à devoir réagir face à cette situation dans les dossiers concrets, et à devoir peut-être prendre des libertés ou s'aventurer sur des chemins vraiment très savonneux. Et donc, ce devoir d'impartialité, d'indépendance, de probité viennent contenir la sphère judiciaire, au contraire de la sphère extrajudiciaire. Et donc, c'est très important, ces trois devoirs qui s'articulent ensemble et qui permettent à l'huissier d'avoir une gestion professionnelle, responsable et éthique des dossiers, que ce soit dans la phase extrajudiciaire, ces devoirs sont également présents, mais ils sont moins contraignants que dans la sphère judiciaire, où là, ils sont absolument omniprésents, sans quoi l'huissier s'égare. Alors, sur cette partie de la tarification, deux focus importants. Le risque d'insolvabilité. Cette charge de l'insolvabilité, elle est quand même régulièrement présente dans les cahiers des charges. Et on se rend compte qu'on a un petit peu dénaturé l'article 866, que vous connaissez. Les frais frustratoires, qui sont exposés par un officier ministériel et public, restent à charge de cet officier ministériel. Et on prend prétexte de l'insolvabilité du débiteur pour dire « mais finalement, c'est vous qui supportez ce risque. C'est vous qui avez mené l'exécution. Elle se solde par un échec. Vous assumez cet échec. Je ne vous paye pas, moi, mandant. » Mais en réalité, c'est une déformation, parce que si on part d'une obligation de résultat, ce n'est pas ce que le 866 dit. Le 866 parle d'une obligation de moyens. Donc l'huissier doit démontrer à son mandant qu'il a mis en œuvre des moyens suffisants pour détecter cette insolvabilité en amont, mais que s'il survient une cause d'insolvabilité en aval qui n'est pas du fait de l'huissier, qui n'était pas détectable raisonnablement par rapport aux devoirs préalables et préparatoires qu'il a fait, en quoi est-ce que ce serait à lui de supporter ce risque? Et pourtant, c'est ce qu'on voit, c'est ce déplacement de la charge, c'est ce déplacement du risque d'insolvabilité que l'huissier se voit obligé d'endosser. Mais ça revient à dire quoi? Ça revient à faire du no-cure-no-pay. Si, de manière systématique, tout ce qui est considéré comme insolvable en bout de course est considéré comme n'étant pas payé, je ristourne mon tarif au client, alors que je ne devrais endosser que la responsabilité qui m'incombe si je n'ai pas bien fait mon travail en amont. Et donc, on en arrive à des entorses du tarif, on en arrive alors à mettre en péril l'impartialité et l'indépendance de l'huissier, parce qu'il est alors conditionné à l'intéressement, il est conditionné par le résultat. Il va chercher ce résultat, mais il va le chercher alors à tout crin, et ce n'est évidemment pas le but de la tarification, qui est encore une fois de mettre l'huissier à l'abri. Le Conseil d'État est relativement peu réceptif à cette théorie du 866. On l'a déjà expérimenté dans un précédent recours, il n'a même pas relevé la question, et à certains égards, la jurisprudence semble même assez compréhensive. Donc, je crois qu'il y a encore là du travail, rien n'est définitif. Il faut dire que si on examine la question de ce tarif obligatoire et des ristournes qui peuvent être, comment dirais-je, concédées d'une manière ou d'une autre à ce tarif, on constate à travers la jurisprudence du Conseil d'État dans d'autres
matière que celle des huissiers, qu'il est extrêmement frileux d'entrer sur ce terrain. On a des exemples de ces très comparables en matière de SEPPT, donc service de protection en matière du travail, où les tarifs sont également extrêmement réglementés, les ristournes ne sont pas autorisés, et le Conseil d'État est extrêmement frileux à entrer, à ouvrir la porte plutôt et entrer dans ce débat-là. Alors, dernier focus ici, sur les prix anormalement bas, et il se sera réabordé un peu plus tard. C'est une problématique là qui transcende aussi bien l'extrajudiciaire que le judiciaire. Nous, on va se concentrer ici maintenant sur plutôt le judiciaire. Donc, premier constat, il y a évidemment d'abord et avant tout une disposition légale qui impose que la valeur relative d'un service soit assurée dans le cadre d'une offre qui est faite. Donc, on pourrait implicitement comprendre que le travail à perte est du type une mise en demeure pour 1 cent n'est évidemment pas tenable. La valeur relative à cet égard ne serait pas un critère qui serait rempli. Maintenant, la problématique est certainement un peu plus complexe que cela, mais ici c'est pour faire passer l'idée. Et par ailleurs, l'approche déontologique est également importante parce que la juste rémunération, la juste indemnisation de l'huissier et également l'interdiction du travail à perte passe également par des dispositions déontologiques qui peuvent amener à une réflexion dans la profession sur cette démarche que l'on voit souvent lorsqu'on est devant un service mixte, c'est qu'on propose un montant forfaitaire extrêmement bas qui couvre l'ensemble du recouvrement de A à Z, et on se demande bien comment l'huissier parvient, en bout de course, si son dossier doit aller jusqu'à son terme, comment il va faire rentrer tous ces actes et toutes les interventions qu'il doit prendre dans un montant aussi peu élevé, alors que probablement, si l'on prenait la valeur relative de toutes ces prestations mis bout à bout, on aurait dépassé très largement ce montant forfaitaire. Et donc, dans le projet de code de déontologie, il y a des tentatives, ce sont des tentatives, elles ont leur vertu, mais au moins, encore une fois, on voit que cette préoccupation se retrouve dans la déontologie de l'huissier, ce qui est bien la preuve que c'est une manifestation d'un malaise, et en tout cas d'un problème qui est présent et omniprésent auprès de certaines études. Certification professionnelle et déontologie. Lorsqu'un pouvoir public ou quelqu'un qui doit respecter la loi sur la commande publique fait une mise en concurrence de type marché public, il y a ce qu'on appelle la phase de sélection qualitative. Cette phase de sélection qualitative est distincte de l'appréciation de l'offre de service proprement dite. Il y a en marché public, dans une phase de mise en concurrence, un temps 1, la sélection qualitative, et puis un temps 2, qui est l'analyse de l'offre de service proprement dite. Cette sélection qualitative est fortement organisée et encadrée par des dispositions légales et réglementaires, et elle a 3 pôles d'activité. Il y en a un qui va nous intéresser ici plus particulièrement, comme on va le voir par la suite, mais elle a 3 pôles, 3 secteurs, 3 segments. Un, il faut montrer entre guillemets patte blanche au vu des impôts, des taxes, de la TVA, le NSS. C'est ce qu'on appelle les conditions d'admission, accès au marché. Puis, il y a des questions tantôt de capacité technique, tantôt de capacité financière. Capacité financière, est-ce que l'étude que je dirige a la capacité d'absorber un flux de travail de X, de Y ou de Z au vu de la situation passée? Est-ce que l'étude d'huissier que je dirige a-t-elle la capacité technique d'assumer le flux de travail qui va être engendré par la commande mise en concurrence au vu de la situation actuelle, non pas des moyens que je pourrais mettre en œuvre demain, mais des moyens dont je dispose et dont je dispose aujourd'hui ou dont je disposais hier. Ça, c'est l'étape de la sélection qualitative en droit de la commande publique. Alors, dans cette étape, il y a, je dirais, on le voit ici,
on aurait dû inverser les cases, puisque la phase de sélection se trouve ici, la phase d'attribution se trouve là proprement dite, et au stade de la sélection, la Chambre peut avoir une intervention intéressante. Voilà, exactement. Donc vous connaissez, pour ceux qui pratiquent les marchés publics, cette attestation. On se réjouit que cette attestation se retrouve quand même régulièrement demandée par les pouvoirs adjudicateurs. Je pense que nous pensons que c'est un signal assez positif, parce qu'ils sont alors sensibilisés à obtenir une information qui est utile pour finalement appréhender ou apprécier, je vais dire, le pédigré de l'huissier, c'est-à-dire quelle est sa fiabilité. Bien sûr, c'est une photographie à un moment T, c'est une photographie qui ne donne aucune garantie dans le temps, mais à tout le moins, au moment de éventuellement contracter, il y a une certaine information qui vient de l'ordre professionnel et qui confirme que certains critères ou certains paramètres sont bel et bien remplis. Et ce sont des paramètres qui ont leur importance, au-delà du fait d'avoir payé sa cotisation. C'est d'être couvert par une assurance, bien évidemment, mais c'est aussi d'être en ordre avec ses comptes de tiers. C'est également le fait d'avoir un casier disciplinaire qui soit, a priori, sans tâche, avec les nuances entre sanctions majeures, sanctions mineures et, bien sûr, le droit à l'oubli après un certain nombre d'années. Mais donc, ce sont des paramètres qui intéressent le pouvoir adjudicateur, puisqu'il le reprend dans son cahier, et c'est même une approche intéressante pour l'huissier de justice, pour les huissiers de justice en général, parce qu'il y a un critère de fiabilité qui est étroitement lié. Et c'est un élément qui permet sans doute de distinguer l'action des huissiers de justice d'autres types de professions qui font du recouvrement de créances. Et à ce titre-là, c'est évidemment quelque chose qui est tout à fait intéressant au niveau des huissiers et au niveau de la Chambre de mettre en évidence, puisque la gestion des comptes tiers, par exemple, le fait d'avoir un compte tiers, le fait qu'il soit contrôlé, le fait qu'il soit contrôlé par un tiers, qui est la Chambre, apporte pour le créancier des garanties qui peuvent se révéler être intéressantes. Donc je crois que ça, c'est un élément au stade de la sélection qualitative qui est extrêmement pertinent. Alors bien entendu, de l'autre côté de la diapositive, on a des appréciations alors de la qualité intrinsèque de l'offre, tantôt sur le prix, bien sûr, hors mission tarifée, évidemment, tantôt, entre guillemets, sur entre guillemets, une appréciation de nature qualitative avec toutes les difficultés que cela emporte et qu'on a évoquées il y a une dizaine de minutes en ce qui concerne les notes méthodologiques, par exemple. Alors, sur ce volet, un constat et deux réflexions. Un premier constat, on parle de fiabilité de l'huissier, on parle finalement de sensibiliser les pouvoirs adjudicateurs aux spécificités de la profession. C'est évidemment essentiel pour travailler en bonne intelligence. Et ce qu'on remarque, c'est que oui, il y a une sensibilité de la part des pouvoirs adjudicateurs, il y a un vrai intérêt à obtenir cette information. Peut-être y a-t-il un intérêt à obtenir d'autres informations que celles qui pour l'instant sont communiquées, mais là, on remarque qu'il n'y a pas encore une véritable tendance qui se dégage, mais il y a bien sûr des idées qui circulent. Et à la fois, c'est un constat paradoxal parce qu'on est évidemment confronté dans cette matière aux lois du marché dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, et les pouvoirs adjudicateurs sont également réceptifs à ces lois du marché, à cette approche économique du marché, qui par moments interfère toujours et encore avec finalement la recherche d'un partenaire fiable. Et comment encore concilier le fait que le pouvoir adjudicateur soit peut-être moins scrupuleux qu'attendu sur l'examen des offres, quant à la tarification qui est offerte ou quant au prix qui est proposé pour le service rendu. On voit que là, il y a évidemment un point d'équilibre qui est difficile pour le pouvoir adjudicateur, qui d'une part a l'approche économique en tête, et qui d'autre part cherche évidemment à avoir un partenaire fiable. Mais avoir un partenaire fiable oblige aussi à se conformer aux obligations de ce partenaire. Et ce point de bascule, ce point d'équilibre,
on a l'impression qu'il y a là encore un travail à fournir pour essayer de l'atteindre, si tant est que ce soit possible. Mais on voit quand même que c'est difficilement conciliable, ou qu'on pourrait aller jusqu'à un certain point, mais peut-être pas aboutir à une solution qui soit pleinement satisfaisante. Deux réflexions qui rejoignent un peu le slide de départ sur la stratégie. Premièrement, c'est de renforcer l'aspect préventif. L'objectif étant ici de permettre à la Chambre nationale peut-être d'être plus active encore, notamment dans la réaction aux cahiers des charges qui sont mis en ligne ou qui sont diffusés, parce que c'est une information que nous obtenons très difficilement. Et bien souvent, c'est par l'intermédiaire d'un membre de la profession que ce cahier remonte vers l'ordre et qui nous est donné la possibilité d'examiner ce qu'il en est. Donc, il y a des tentatives dans le code en gestation, le code de déontologie en gestation, d'essayer d'ouvrir un canal de communication entre la Chambre et ses membres pour avoir un flux plus systématique permettant un examen plus régulier. Une deuxième réflexion aussi qui est également latente au code en projet, c'est le renforcement de la transparence. Donc là, on parle vraiment de l'attestation pour laquelle les mentions prévues peuvent encore éventuellement être complétées, d'une part, et d'autre part, parce que c'est un petit débat interne, il y a certaines mentions qui pourraient déranger des candidats soumissionnaires et qui, s'appuyant sur le cahier des charges, demandent la suppression de certaines mentions de l'attestation, ce que la Chambre nationale refuse systématiquement. On travaille de manière uniforme, mais la légitimité de l'attestation, parfois, est contestée, parce qu'elle repose sur un consensus qui est uniquement entre l'ordre et ses membres, mais elle n'a pas de base réglementaire à proprement parler, et donc c'est sujet à parfois discussion pour dire la sanction disciplinaire, le cahier des charges ne le demande pas, le cahier des charges ne parle pas des comptes de tiers, pourquoi est-ce que vous devez imposer une mention qui pourrait être préjudiciable dès lors que l'étude ne serait pas en ordre? Au stade de l'offre, la réglementation sur la commande publique a très très significativement évolué sur la question de l'analyse de la régularité d'un prix. Entre ce qui se faisait à la fin des années 90 et aujourd'hui, on est véritablement passé, je dirais, du tout au rien, ou pour le dire autrement, s'il y avait jadis un point d'attention sur le contrôle des prix dans la commande publique, c'était essentiellement et quasiment exclusivement en matière de travaux. Ceci s'explique pour des raisons historiques, toutes simples, c'est que c'était le premier secteur concerné par la commande publique. Mais la commande publique a évolué, on a vu que ce qui fait l'objet de la mise en concurrence a évolué, entre guillemets, où vous êtes tombé dans la marmite. On a vu que le nombre de personnes concernées par la commande publique a très très significativement évolué, et on voit qu'au stade de l'analyse de l'offre, ça a fortement évolué aussi. Pourquoi ? Parce que le principe, à l'heure actuelle, est très très simple à énoncer. Il est le suivant: n'importe quel prix, qu'il s'agisse de travaux, de fournitures ou de services, mais en particulier de services, dans le cas qui nous préoccupe aujourd'hui, ce prix doit être analysé par l'adjudicateur et considéré par lui comme normal. Lorsqu'un adjudicateur reçoit pour une prestation A un prix qui varie de 1 à 10 selon les offrants, s'il ne dispose de rien d'autre que le chiffre, autant dire qu'il est le bec dans l'eau. Voilà. Ceci introduit la question, je dirais, du contrôle. On voit que le principe du contrôle est rendu obligatoire dans la réglementation et qu'une fois que l'adjudicateur considère que le prix ne serait pas normal, soit à la baisse, soit à la hausse, des dispositions réglementaires tout à fait spécifiques organisent un contrôle alors plus pointu du caractère normal ou non du prix.
Les professions, alors nous n'avons pas de jurisprudence de la Cour de justice propre aux huissiers, mais nous avons une jurisprudence de la Cour de justice propre aux notaires, et vous avez la diapositive devant vous. On voit effectivement que même dans le cadre de ce type de profession, eh bien, la qualité, le contrôle du prix peut se trouver mis en œuvre. Alors, vous avez sur cette diapositive-ci les différentes étapes de la vérification des prix. Je vais passer rapidement dessus pour arriver à un constat. Un constat, c'est que même dans vos services à vous, en Belgique, la jurisprudence s'attache à réaliser ce contrôle. Que ce soit au niveau du tarif réglementé, un écart par rapport au tarif réglementé sera un prix anormal, sera une irrégularité substantielle de l'offre. Et pour la partie non réglementée du prix, pour la partie non réglementée du prix, on peut avoir des variables qui sont extrêmement significatives. Alors, ce qu'il importe bien comprendre, c'est que la réglementation sur la commande publique ne dit pas ce en quoi un prix est normal. Elle ne dit pas, pour telle prestation, le prix normal, c'est autant. Jamais le Conseil d'État ne s'est prononcé de cette manière-là. Mais le Conseil d'État examine si le prix proposé par l'huissier A ou par l'huissier B qui travaille dans une structure comme celle-ci, qui est par hypothèse beaucoup plus grande, dans l'exemple que j'invente, est-ce que le prix de l'huissier A de 10 et le prix de l'huissier B de 5 sont-ils normaux eu égard à leur propre structure de frais, de coûts, de fonctionnement, de bénéfices, etc. Travail que va devoir réaliser l'adjudicateur lorsqu'il s'opposera à ces questions-là. Et ne croyez pas que ces questions-là, dans votre secteur d'activité, le Conseil d'État ne se les pose pas. Il se les pose. Il y a eu plusieurs jurisprudences sur le sujet. Je prends ici un arrêt de 2018, un arrêt de 2019 en matière de recouvrement judiciaire. Voilà quelques exemples parmi d'autres. Sous-traitance, co-traitance avec un bureau de recouvrement, je dirais qu'il faut avoir à l'esprit que la commande publique permet n'interdit pas tel ou tel type de relation juridique lorsque l'on dépose une offre. Vous déposez une offre pour un recouvrement de créances qui comprend par hypothèse 2 éléments. Recouvrement amiable d'une part, recouvrement judiciaire d'autre part. Forcément, dans son deuxième volet, il s'agit d'une mission qui vous est réservée. Un bureau de recouvrement de créances ne pourrait agir seul, autrement dit. Imaginons néanmoins que l'adjudicateur ait fait 2 lots, un lot 1, recouvrement amiable, un lot 2, recouvrement judiciaire. Pouvons-nous nous associer comme huissiers avec un bureau de recouvrement de créances? La réponse, côté huissier, je te laisserai la tâche d'y répondre. Côté marché public, on peut y répondre de 2 manières différentes. Dans cette association, si je puis dire, on peut le faire soit en co-traitance avec un élément caractéristique majeur en droit dans la commande publique. C'est que si l'huissier arrive, entre guillemets, main dans la main. Il signe l'offre avec un bureau de recouvrement. Il sera solidairement responsable de l'intégralité du marché. D'accord ? J'ai un recouvrement de créances qui porte sur 100 activités. L'huissier en fait 20, par hypothèse. Il sera donc solidairement responsable, non pas pour son 20% d'activité, mais sur les 100% du contrat.
C'est le mécanisme de la cotraitance, et vous avez les références réglementaires qui organisent cette solidarité dans la réglementation. On peut bien entendu organiser la relation de travail de manière différente. En sous-traitance, en droit de la commande publique, rien ne l'interdit. Le sous-traitant ne sera évidemment, l'huissier ne sera à ce moment-là responsable à l'égard de l'adjudicateur de rien du tout, puisqu'il n'est pas partie au contrat. Il ne sera responsable qu'à l'égard de la personne avec laquelle il travaille en droit directement. La relation juridique est fondamentalement différente, son implication en termes de responsabilité est fondamentalement différente. La loi sur les marchés publics, la réglementation sur les marchés publics permet les deux options de travail et prévoit un type d'exclusive que l'on a vu par le passé en ce qui concerne la solidarité et qui concerne une des professions qu'on a déjà évoquées ici, les services d'architectes, puisque les architectes, dans la réglementation sur les architectes, il est prévu que ces derniers ne peuvent pas assumer une responsabilité en qualité d'entrepreneur. Une offre qui serait déposée en association momentanée, en co-traitance, entre un entrepreneur et un architecte, est-elle possible en droit de la commande publique? Oui, avec là une exception en matière de solidarité. C'est le seul cas, n'est-ce pas? C'est le seul cas, qu'il s'agisse pour, entre guillemets, les autres, j'allais dire, notaires, avocats, huissiers de justice, cette exclusion en termes de responsabilité ne se trouve pas. Alors, on passe le relais pour l'aspect plutôt déontologique. Qu'est-ce qu'il faut penser de cette possibilité de sous-traitance, co-traitance? Alors, une réflexion en deux temps. Premièrement, regardons les variables. Qu'est-ce qui va déterminer finalement la nécessité ou non de recourir à un tel mécanisme? Donc ici, vous avez évidemment le type de marché qui va influer sur la nécessité pour un huissier ou non, et inversement pour un bureau de recouvrement ou non, de s'associer ou de réfléchir à une association interprofessionnelle, ou en tout cas à une collaboration interprofessionnelle. Il y a le public cible, certains cahiers étant réservés et d'autres pas, et pas nécessairement en fonction de la sphère d'activité qui est visée par le cahier. Elle peut très bien être ciblée sur les bureaux de recouvrement pour un recouvrement complet, obligeant alors le bureau à nécessairement recourir au service d'un huissier. Et enfin, le cahier des charges lui-même qui peut contenir des conditions de participation et de soumission qui constituent soit des exclusions vis-à-vis de certaines formes d'études ou de soumissionnaires qui ne rempliraient pas ces conditions, notamment la question du volume à traiter ou déjà traité, l'expérience, les structures. Donc on en revient à des critères qualitatifs qui parfois peuvent ou pourraient exclure des huissiers de justice comme des bureaux de recouvrement, mais obliger alors peut-être une coopération. Donc on ne peut pas dire que par définition il y a une exclusion d'un tel partenariat qui soit juridiquement possible. Mais par contre, il y a bien sûr des points d'attention à avoir, parce qu'on sait très bien que la ligne qui sépare les huissiers des bureaux de recouvrement est importante, et il ne faudrait pas que celle-ci soit franchie. Alors si on reprend les deux exemples de collaboration possible, sous-traitance et co-traitance, il nous semble, et c'est un point de vue, mais que le contrat de sous-traitance est davantage à privilégier, s'il fallait en choisir un, que la co-traitance. Pourquoi? Parce que cette responsabilité solidaire qu'on retrouve en co-traitance semble quand même induire chez l'huissier de justice vraiment de s'associer finalement sur la question vis-à-vis du pouvoir adjudicateur, et ce faisant peut-être mettre à mal son impartialité et son indépendance, d'autant qu'il sera responsable aussi bien pour ce qui se passe sous son contrôle direct que ce qui se passe sous le contrôle de son partenaire bureau de recouvrement. Le contrat de sous-traitance, lui, va avoir au moins le bénéfice de tirer une ligne claire entre les responsabilités de chacun dans sa sphère, chacun dans son champ d'action. Mais attention que ce contrat de sous-traitance ne peut pas servir de porte dérobée pour contourner les règles légales ou contourner les règles déontologiques, à savoir que
Ce n'est pas parce que ce contrat existe que dans ce contrat, qui évidemment est sous-jacent à l'offre qui est déposée par le soumissionnaire, imaginons ici le bureau de recouvrement, que l'huissier de justice peut faire abstraction de son tarif, peut faire du no-cure en matière judiciaire, peut se départir de tous les principes et de toutes les valeurs que l'on a évoquées tout au long de cet exposé. Donc, s'il fallait en choisir un, c'est la sous-traitance qui devrait a priori avoir une préférence, mais avec des garde-fous très importants. Et c'est à espérer que aussi bien les pouvoirs adjudicateurs que l'autorité administrative soient attentifs à ces contrats. Parce que bien souvent, ils sont sous-jacents et ne sont pas forcément visibles, mais il faut s'y intéresser parce que dans ces contrats se trouvent aussi des réponses permettant d'apprécier l'offre. Et bon, voilà. On a franchi le finish et nous avons dans les temps. 2 minutes de bonus, je crois. C'est ça, hein. Voilà.